Notre invité avec nous, mon cher Diba Milimono. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour, il est préférable de m'appeler professeur, vous savez. Vous avez été comme un ministre. Oui, maintenant, quand on dit monsieur le ministre, vous avez un enfant à côté qui crie, crief. Professeur, depuis la chute d'Alpha, on ne vous a pas entendu. Comment vous avez vécu cette situation, justement? C'est la première question que je vous pose. Ben, comme tout cadre qui était en position de responsabilité. Ouais. Naturellement, je ne m'y attendais pas. Ah ouais? Non. Et moi, personnellement, je souhaitais avoir 2 ans à la tête du ministère pour terminer mes réformes. Ouais. Je n'ai pas pu le faire. Voilà. Ouais. Pourtant, beaucoup disent quand vous dites quand même que vous ne vous tout était réuni pour qu'on arrive à cela. Et vous dites que vous ne vous attendiez pas. Personnellement, non. Vous savez, à ce niveau de responsabilité, j'étais tellement engagé dans ce que je faisais que, disons, je n'étais plus un analyste politique, mais j'étais un acteur administratif qui avait le nez collé au guidon, qui avait déjà découvert les dysfonctionnements et qui voulait régler ça rapidement. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez vu, après la prise de pouvoir, on est à plus de 9 mois depuis le CNRD est arrivé. Il y a eu quelques-uns de vos collègues qui ont été interpellés, de vos anciens collègues qui sont en détention, d'autres interdits de sortie, dont vous également. Comment vous vivez tout ça depuis la prise de pouvoir, cette restriction qui vous ont été faites? Ben, écoutez, en fait, c'est la première fois que je me retrouve dans la situation où je ne peux pas prendre l'avion quand je le veux. Je comprends désormais comment vivent les Gazaouis. J'avais l'habitude d'aller chaque année en vacances à Dakar, puisque ma femme, mon épouse, a des attaches dans ce pays. Ce qui fait que j'ai vu mes enfants, mon épouse partir sans moi. Et maintenant, quand je circule, je passe à côté de l'aéroport. Quand je vois les avions, j'aurais bien voulu être dedans. Voilà. Monsieur le ministre, c'est incroyable. Pour aller donc dans votre secteur, lorsque vous êtes arrivé, vous aviez fait le diagnostic à l'époque. Vous avez identifié, il a fait table rase. Oui, vous avez identifié les problèmes dans le secteur. D'abord, avant de venir bien entendu aux solutions que vous aviez envisagées à l'époque, quels étaient les problèmes majeurs que le système devrait naturellement relever pour pouvoir se remettre debout? Alors, il y a eu énormément de documents, diagnostics qui ont été réalisés sur le système. Il y a eu au moins le PAS 1, le PAS 2, vous ne vous souvenez peut-être pas, il y a eu EPT et maintenant il y a le PRODEG. Depuis 30 ans, le diagnostic a toujours été fait. Et je pense que si on sort aujourd'hui un ouvrage qui a été réalisé il y a de cela 15 ans ou 20 ans et on enlève les dates et on le donne aux gens, ils vont penser que c'est encore la réalité, qu'il a été produit hier ou avant-hier. J'ai pas attendu d'être à ce ministère parce que j'étais conseiller du président pendant 3 ans. Je travaillais sur l'ensemble du système éducatif et puis par ma spécialisation et par les activités que je menais depuis mon retour du Canada en 1997, je fais partie des acteurs qui ont vraiment participé à toutes les réflexions et à toutes les réformes qui ont été posées dans le système. Ça veut dire que quand je suis arrivé, en fait, je savais grosso modo les gros problèmes du système à distance. Mais quand vous êtes le premier responsable, vous voyez ce qu'on vous cachait hier, on ne peut plus vous le cacher. Vous le voyez en profondeur. Grosso modo, quand vous regardez le système éducatif, on peut vous dire que vous pouvez faire une liste très longue de problèmes. Mais grosso modo, le gros problème du système éducatif se trouve à l'intérieur de la salle de classe. L'enseignant, l'apprenant. Vous pouvez ajouter à ces deux acteurs l'environnement, c'est-à-dire les infrastructures. Les infrastructures. Et puis
les intrants pédagogiques, c'est-à-dire les ouvrages, les manuels et tout ce qui s'ensuit. Donc, grosso modo, le gros problème, c'est l'enseignant, c'est l'apprenant. Quand vous regardez au niveau des enseignants, pratiquement, vous avez dans le secteur public plus de la moitié des enseignants du primaire guinéen qui, en fait, ont fait des formations rapides avant d'être dans le système. Oui. Donc, pas bien formés. Disons, pas en tout cas le baccalauréat. Les grandes gueules. Ensuite, vous avez le déploiement de ces enseignants. Vous savez, pendant longtemps, le secteur de l'éducation a été la porte d'entrée du système de la fonction publique. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de rigueur dans la sélection. Et si vous prenez tous ces enseignants, vous allez vous rendre compte que le déploiement sur le territoire national n'est pas en conformité avec les besoins en matière d'éducation. Le gros des enseignants se trouve entre Koya, Conakry, Koya, Dubreka et Kindia. Plus de 50%. Plus de 50% sur l'ensemble du territoire. Oui, effectivement. Et puis vous avez près de 25% dans la chaîne administrative. Et les meilleurs enseignants, ce que l'on appelle les PEN, ce que l'on appelle les conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, en fait, les APS, les meilleurs, sont sortis de la classe, sont maintenant dans une position administrative. Dans la direction préfectorale, communale de Exactement. l'éducation. L'aboutissement, c'est que, en fait, ceux qui sont restés en classe sont souvent ceux qui sont les moins qualifiés. Et quand vous prenez le secondaire, vous allez vous rendre compte que beaucoup de ceux qui enseignent au secondaire enseignent des matières pour lesquelles ils ne sont pas formés dans le système. Un tiers des enseignants de français du secondaire guinéen ont fait sociologie. Un tiers ont fait droit. L'enseignement supérieur met à la disposition du système éducatif très peu d'enseignants de mathématiques et de français. Alors que le gros besoin du secondaire guinéen, c'est français, mathématiques. Parce que 65% du secondaire guinéen, c'est pour des cours de français et mathématiques. 55% au niveau du lycée. C'est ce qui amène à poser des questions finalement à ce niveau. D'abord de ce que fait l'ISEG en ce moment, puisque l'ISEG est censé former des enseignants spécialisés dans les disciplines. Attendez, l'ISEG ne peut pas, dans sa configuration actuelle, avec les ressources humaines à sa disposition, le nombre d'étudiants orientés ne peut pas combler le déficit. C'est pas possible. En fait, idéalement, on aurait dû avoir un ISEG dans chaque université régionale. Un à Kindia, un à Kankan, un à Zérekoré, un à Labé. Parce qu'encore une fois de plus, le gros, là où il y a de l'emploi en Guinée, pour encore un siècle ou deux, c'est l'éducation. Nous faisons des enfants en Guinée comme en 1958. Le taux de natalité en Guinée ne baisse pas. Nous sommes le deuxième pays avec taux de natalité après le Niger. On ne fait que des enfants. La demande scolaire est une demande extrêmement forte. Je vais vous dire, si vous voulez gagner de l'argent, construisez une école primaire. Je peux vous garantir que c'est pas pour rien que le nombre d'écoles primaires, vous avez plus de 4000 et quelques écoles primaires, privées en Guinée. Bien. 53% se trouvent à Conakry. C'est rentable parce qu'il y a une demande de scolarité extrêmement forte. Donc, le système, si vous voulez, pour simplifier, nous, au niveau du primaire, nous avons un déficit en matière d'infrastructure. Les écoles que nous avons ne sont pas en capacité de répondre à la demande scolaire. Là où nous avons parfois nous avons des infrastructures à des endroits où il n'y a pas beaucoup d'enfants. Ok. Là où on a beaucoup d'enfants, on n'a pas suffisamment d'infrastructures. L'aboutissement, c'est qu'on a parfois des écoles avec un enseignant pour enseigner 3 groupes pédagogiques parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves. Et nous avons des endroits où on est obligé d'avoir des écoles
ou des salles de classe où il y a des roulements parce que le nombre d'enfants à scolariser est très élevé. Parce que nous ne construisons pas les écoles sur la base de la carte scolaire, mais sur la base de la demande sociale et communautaire. Vous êtes devenu connu, vous êtes devenu important, vous faites des démarches et on vous fabrique une école dans votre village. Mais vous n'avez pas suffisamment d'enfants à scolariser. Ouais. Et vous avez des écoles dégradées à un niveau très avancé. Vous avez plus de 1000 écoles hangars en Guinée. Et parfois des écoles qui datent depuis 64, 66, qui sont encore en hangar et qui n'ont pas été changées. Au niveau des ressources humaines, on a un déficit. J'avais fait un état des lieux des ressources humaines. Il y a sensiblement près de 11 000 enseignants au primaire qui manquent à l'école guinéenne. Si nous voulons que dans chaque salle de classe il y ait un enseignant, il faut sensiblement recruter 11 000. Okay. Vous avez près de 4 000 et quelques enseignants du secondaire qui manquent au système. Essentiellement, et les ENI ne peuvent pas donner les 11 000. En tout cas, sur une année. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Les ENI ne peuvent pas résoudre le problème de la demande scolaire au niveau du primaire. C'est ça la vérité. Parce que pourquoi? Je vais vous dire. Mais les étudiants, quand ils ont le bac, ils s'orientent où? Alors, je vais vous citer. En droit, en sociologie, en sciences politiques, en histoire des relations internationales, en économie et administration des affaires. En fait, nous formons ceux dont on n'a pas besoin. Ouais. Et ceux dont on a besoin, on ne les forme pas. Les universités sont devenues des fabriques à chômeurs. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'on a la liberté, chacun les grandes gueules, son choix. Et c'est pour cela qu'on avait proposé une réforme qui consistait à ne mettre les bourses que là où l'État a des besoins. Ouais. D'accord. Alors, vous avez systématisé tout à l'heure, vous avez pris, le problème il se trouve en classe, l'enseignant, l'apprenant. Exactement. Vous avez touché un peu la formation des enseignants, le déploiement et le déficit aujourd'hui. Oui. En quoi l'apprenant est aussi un problème? Ah oui, alors je vais vous dire, les Canadiens disent, et j'ai longtemps duré dans ce pays, pour me souvenir de ce qu'on me disait. Moi, j'enseigne. Est-ce que toi, tu apprends? Dans le processus pédagogique, ce n'est pas l'enseignant qui est le plus important, c'est l'apprenant. Les mauvais enseignants produisent des mauvais étudiants. Mais un bon étudiant, un bon élève peut exister avec un mauvais enseignant. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Le 25 mai dernier, celui qui vous a succédé évidemment a déclaré, si j'étais ministre, allait annuler les examens. Ça vous a choqué ou pas du tout? Oh, personnellement, oui, ça m'a choqué. Ok. Vrai. Parce que, encore une fois de plus, lorsqu'on ne sait pas, on s'informe. Oui. Et on gère sans marcher sur le cadavre de son prédécesseur. J'ai été ministre pendant 1 année, 2 mois et 4 jours. J'ai pas compté les minutes. J'ai organisé 2 examens. Et si pour une zone ou une autre. Mais en quoi ça vous a choqué? Parce que tout simplement, ce n'est pas vrai. Ah. Écoutez, l'année dernière, tous les cadres du ministère de l'Éducation nationale sont témoins, et vous êtes des journalistes d'investigation, poser des questions. J'ai demandé en réunion comment on gère les sujets. L'inspecteur m'a dit, c'est l'inspection qui gère les sujets. J'ai dit solennellement, vous êtes rendu responsable seul de la gestion des sujets. C'est l'inspecteur qui a sollicité l'implication de la direction des examens pour participer à la gestion. Moi, ministre, je n'ai jamais vu les sujets. Et j'ai confiance que le dispositif qui a été mis en place
fonctionner. Et c'était moi d'ailleurs qui avais proposé. Mais le ministre, c'est le management aussi, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, voilà. J'avais proposé l'année dernière si vous dédouanez à ce point à dire que si j'avais des collaborateurs qui devaient faire leur boulot, je ne comprends pas. Soit alors, on maquille les choses. Non. Parce que quand il dit que l'héritage est lourd, moi je n'arrive pas à comprendre. Vous connaissez votre réputation. Je vais vous dire. Ouais. Qu'il y ait des fraudes dans le système, c'est une réalité. Ouais. Qu'il y ait eu des fuites de sujets, ce n'est pas vrai. Ok. Maintenant, je vais vous dire, le fait qu'il y ait des groupes WhatsApp, lorsque le sujet arrive en classe, au moment où on le sort, les grandes gueules. On peut, les enseignants, parce qu'il y a beaucoup de complicité, ils prennent l'image et ils transportent. La faute à qui à ce niveau? Monsieur le ministre, je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez fait importer de l'étranger des détecteurs de métaux. Exact. C'était une première en Guinée. Il l'a évoqué ici, oui, Antoine. C'était une première en Guinée qu'on fasse venir pour un examen des détecteurs de métaux pour non seulement détecter les téléphones portables, mais tout objet métallique pour devoir rentrer dans une salle d'examen. Alors, comment se fait-il que malgré tout ce dispositif qui a été pris à l'époque, malgré tout ce qui a été mis en œuvre comme disposition, qu'on ait assisté à un tel scandale? Parce que j'ai été témoin de cela. Des groupes WhatsApp et Messenger qui échangeaient en live durant les examens nationaux. Oui. Il y a eu un échec à ce niveau. Alors, je vais vous dire une chose. Les fraudeurs sont en avance sur les honnêtes. Les groupes WhatsApp, comment ça fonctionne? C'est des enseignants en situation de classe qui créent les groupes WhatsApp et qui font payer un ticket d'entrée, 1 million par candidat. Oui, 1 million. Et ces groupes WhatsApp, ces enseignants qui se mettent en groupe WhatsApp, ils se débrouillent pour être surveillants dans les écoles dans lesquelles il y a les candidats, leurs propres candidats. Parce que souvent ça aussi, ça se négocie. Oui, ça se négocie. Et j'ai même vu un directeur d'établissement d'une école privée à Dubreka qui est venu, qui a remplacé, c'est-à-dire que, étant donné que vous avez la liste de surveillants, vous avez des noms et des prénoms. Si M. Jacques se présente, il dit qu'il s'appelle Bano. Si on ne connaît pas mon visage, Jacques devient Bano. C'est de l'homonymie. Il vient se présenter pour surveiller. Et il sait que c'est lui qui est... Dans cette classe, il y a 40 candidats. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est lui qui va permettre, faciliter. J'ai vu des surveillantes dans une école. Les 30 élèves qui étaient dans la salle de classe, elle avait les 30 téléphones dans son sac à elle. C'est-à-dire que quand les enfants viennent, ils désignent un chef copiste qui réclame 10 000 francs à chacun. Et ils prennent les 10 000, ils donnent aux deux surveillants qui se partagent l'argent. Les téléphones, c'est elle qui va prendre, qui met dans son sac. Lorsque le sujet est lancé et que le groupe WhatsApp commence à fonctionner, c'est elle qui distribue les téléphones et qui s'arrête à la porte. Moi, ça ne me choque pas. Attendez, surveiller le délégué. Si Guillaume dit... Oui, qui s'arrête à la porte et qui surveille le délégué. Quand on voit le délégué, on dit tétra. Donc vous comprenez le ministre. Non, attendez, si vous voulez, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous n'avez pas géré des examens, quand vous êtes ministre, taisez-vous. Non. C'est pas non, parce qu'il n'est pas confronté d'abord. Non, mais c'est ce que je dis justement. Vous comprenez? Mais je vais comprendre là justement. Non. Ses propos quand il dit... Attendez, l'année dernière, il était où? Attendez, l'année dernière, il était où? C'est là ma question. Il était délégué dans un centre. Il était délégué dans un centre à Kobaya. Il n'a qu'à vous dire comment il a géré dans ce sens. Ok. Alors, moi... C'est comme vous ne comprenez pas. La fuite. Attendez. Allez-y, La monsieur le fuite est ministre. différente de la fraude. Attendez. Allez-y. Il était délégué d'un centre. Le chef d'un centre. À Kobaya. Il a été c'est lui qui était directeur général d'une école privée. D'une école privée. Ok? Oui. L'année dernière, à Conakry, il y a eu plus de 5000 candidats non titulaires du brevet que j'ai recalés parce que j'ai mis en place la biométrie. Écoutez, vous ne pourrez jamais régler la question de la fraude dans le système, dans les évaluations. Si
vous n'avez pas une base de données numérique et biométrique de tous les candidats. Parce que vous avez des candidats qui se font substituer par d'autres candidats. Bien. Alors, monsieur... Attendez, ce n'est pas tout. Deuxièmement, vous n'aurez jamais un examen bon si les examens antérieurs ne sont pas bien gérés. C'est-à-dire qu'il faut instaurer de la rigueur dans les classes intermédiaires de telle sorte que l'élève qui arrive en classe d'examen, celui qui est déjà bon, il ne fraude pas. Bien. D'accord. Monsieur le ministre, si vous me permettez, puisque vous parlez de Guillaume, et beaucoup disent qu'il vous en veut parce que tout simplement, au moment des faits, lorsque vous étiez ministre, il était directeur de Gandhi, et que vous aurez récalé certains élèves de son établissement qui étaient en session rapprochée, et d'autres qui voulaient faire le bac mais qui n'avaient pas le brevet. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Et donc depuis cette action que vous avez posée, il vous en veut et il fait flèche de tout bois pour écorner votre image. Est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé? Non, je ne sais pas. Sans langue de bois. Mais non, Sans langue de bois. Non, sans langue de bois. Je ne sais pas. Mais je dis simplement... Non, la seule chose que je peux dire avec certitude, parce que je n'aime pas accuser les gens. Oui. Ils ne m'aiment pas. Ils vous aiment pas. Comme ça. En tout cas, l'année dernière, non, attendez, il a fait plusieurs... Docteur, il a fait plusieurs papiers contre moi. Ah ben, et cette année, il continue. Ouais. En fait, dans sa sa bouche, bouche, un précédent quelque part. Dans sa bouche, il n'y a que Bano. Est-ce que vous confirmez que dans son établissement, il y a eu quand même, lorsque cette opération de biométrisation s'est effectuée, il y a eu des élèves en session rapprochée, mais aussi ceux qui n'avaient pas eu leur brevet? Est-ce que ce cas s'est posé dans son établissement? Si vous voulez, je ne peux pas le dire parce que vous savez, à ce niveau de responsabilité, je prends des décisions et j'ai des collaborateurs. Je peux vous garantir qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, là où j'étais, j'ai rencontré des collaborateurs de très haut niveau, ayant une très grande moralité. Il y a des brebis galeuses, comme partout. Mais pour l'essentiel, je peux vous donner l'assurance que si vous leur donnez de l'autorité, de la responsabilité, et vous les laissez travailler, je suis certain qu'ils sont capables de faire un excellent travail. Ça, je peux vous le donner. Monsieur le ministre, je le sais. Monsieur le ministre, on va évoquer un peu le cas de la collaboration du département avec les syndicats. Ce qui vous est arrivé risque d'arriver à Bano parce que souvent lorsque vous choisissez... à Guillaume. Lorsque vous choisissez, n'est-ce pas, parmi les syndicats, quelques structures pour participer, il y a d'autres qui se sentent écartés, donc frustrés. Et on soupçonne que ce sont ces autres-là qui organisent souvent ces fraudes-là pour saboter ce qui arrive. Est-ce que vous avez compris ce qui vous est arrivé, notamment à travers ce qui a fonctionné sur les groupes WhatsApp? Non, ça n'a rien à voir avec le syndicat. D'accord. Les groupes WhatsApp, c'est la... Vous savez, lorsque j'étais élève, les plus grands fraudeurs dans ma classe, leur technique consistait, lorsque le sujet est lancé, avant le sujet, ils fabriquaient des feuilles qui ressemblent aux feuilles de composition où ils recopient la leçon sans mettre l'en-tête. Ils gardaient ça dans la brousse et quand le sujet est lancé, ils disent qu'ils vont aller faire les selles au pipi. Et ils vont aller chercher la feuille correspondant au cours en question et ils viennent en classe. Mais puisque les générations s'améliorent, maintenant la fraude elle est collective, elle est technique et elle est informatisée. Bien. Alors, et ce n'est pas ça. En fait, le problème, en tout cas que moi j'avais eu avec les syndicats, c'est que ils avaient l'habitude d'être positionnés à des niveaux qui ne correspondaient pas à leur statut. Pour faire partie de la coordination des examens, les textes disent qu'il faut être d'un certain niveau. Et vous avez des syndicalistes qui sont des enseignants en situation de classe, qui voulaient, parce qu'ils sont des syndicalistes, être dans la même position qu'un directeur national ou un conseiller principal. C'est ce que je n'ai pas voulu. C'est pas parce que je voulais l'exclusion, c'est que je voulais qu'ils obtiennent une position qui soit en conformité avec leur statut d'enseignant. Si c'est des enseignants en situation de classe, ils doivent être dans la position d'un enseignant en situation de classe. Mais ils avaient pris l'habitude, pendant longtemps,
Et ça fait partie de l'héritage que parce qu'ils sont syndicalistes au niveau national, ils devaient être au même niveau que le secrétaire général ou le chef de cabinet, ainsi de suite. C'est ce que j'ai pas. Mais est-ce que c'est prévu leur participation ou leur implication dans le processus? Parce que c'est ce qu'ils réclament le plus souvent. Ah, on n'est pas associé. Est-ce que c'est prévu dans les textes de leur association? Alors, je vais vous dire. Si vous regardez, le texte qui régit les examens en Guinée, c'est le texte que M. Kozo Zoumanigui a rédigé. Il n'a jamais été corrigé. Il est très ancien, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas dedans. C'est ce texte qui a été fait arrêter ministériel récemment? Non, le texte, non, moi, ce que je connais, le règlement général des examens, c'est un texte qui a été fait par Kozo Zoumanigui. L'arrêté porte sur la réglementation des examens. Ah bon, alors ça, j'ai pas lu. Vous savez, je suis à Symphonia là, donc je ne suis plus en ville. Monsieur le ministre, rapidement, c'est sur Internet. Non, écoutez, je m'occupe de mes étudiants. Voilà. Ces deux questions rapidement. Avec le recul, mon cher Antoine, évidemment, juste cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si c'est un référé, qu'est-ce qui a échoué à la fin du compte à votre temps? Écoutez, la seule chose qui n'a pas marché chez moi, c'est le temps. Le temps. Bon. Parce que je ne contrôle pas le temps. Rapidement, ces deux questions, monsieur le ministre. On est à quelques jours. Disons, lundi à venir, ce sera les examens. En pareil cas, que doit être le comportement du ministre de l'Éducation ou du système éducatif en pareil cas? Ceux qui font les examens, on a tous vu que les inspecteurs censés choisir les sujets sont aujourd'hui pas séquestrés, mais ils ont été internés dans un endroit de Conakry sans internet ni téléphone durant 1 mois avant les examens nationaux. Est-ce que pour vous, cette méthode, elle est bonne avant l'examen? Et les prestations. Et de l'autre côté, avant l'examen, jusque l'on n'a pas le budget alloué aux examens nationaux officiellement, on ne sait pas combien est alloué pour ces examens nationaux. Les grandes gueules. Pour vous, tout ça c'est normal? Écoutez, je pense qu'aucun ministre ne souhaite communiquer sur le budget. Pourquoi? C'est que quand vous donnez le budget, même s'il est raisonnable, tous les Guinéens vont penser que d'abord à la veille des examens, je vous souhaite d'être ministre de l'Éducation et je vous souhaite d'organiser les examens. Je peux vous garantir, la transparence, monsieur, à la veille des examens et jusqu'à la fin des examens, vous perdez au moins. Je pense que si vous me regardez, vous allez trouver que je me sens bien dans ma peau. Ouais. Les examens, c'est une catastrophe. La pression est énormément forte. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde considère qu'il y a beaucoup d'argent. Ok. Et tout le monde subissez des choses. Vous avez suivi à l'époque? Oui, beaucoup. Et tout le monde vient. Une petite expérience. J'ai dit tout le monde vient. Chacun veut sa part. Bah oui, c'est ce que je dis. Tout le monde vient. Une petite expérience. Sans tenir compte des textes. Il y a un texte qui dit quel est le montant pour les surveillants, les correcteurs, et même Mais une petite expérience, monsieur le ministre, c'est important. Et même la façon de calculer le budget. En réalité, ce que beaucoup de gens ignorent, le budget d'entrée en 7e est envoyé directement au niveau de la DPE. Ce n'est pas le ministre qui gère. Le budget du BEPC est envoyé directement au niveau de l'inspecteur régional. Ce n'est pas le ministre. Le seul budget pour lequel il a un regard, c'est celui du baccalauréat, parce qu'à mon temps, j'avais un service rattaché, qui n'était pas une direction générale, qui, donc, c'est moi qui, en fait, ordonne au niveau de... Et ce que j'ai fait... Il n'y a pas de pourboire? Voilà. Pour avoir la paix... Quand vous envoyez dans les inspections... Non, pas du tout. Je peux vous... je peux vous dire... Non, vous pouvez vérifier. Je mets au défi. Eh bien, voilà. Et publiquement, et solennellement, j'ai appelé tous les DPE et les DCE. J'ai dit le jour où quelqu'un vient vous voir pour vous dire, moi, non, j'ai demandé de me remonter de l'argent, giflez-le. Voilà, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait. Pour la simple et unique raison, celui qui se trouve en bas de vous, qui vous tend de l'argent, vous devenez inférieur à lui. Comme c'est le cas à la DCE de Matoto aujourd'hui. Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.
Encore 50 minutes à passer ensemble. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. On parle l'éducation ce matin dans notre émission avec notre invité exceptionnel évidemment ce matin, Dr Alpha Amadou Banobari, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il est avec nous. On enchaîne mon cher Jacques avec notre invité. Oui, justement, il y avait une deuxième question d'Antoine sur ce qu'il va falloir faire pour améliorer les examens cette année. En même temps, ça va être peut-être des conseils pour l'actuel ministre, mais surtout si vous étiez resté aux affaires, qu'est-ce que vous auriez fait cette année pour faire mieux? Ouais. Écoutez, laissons les conseils puisque c'est déjà trop tard, c'est dans quelques jours, ça ne sert à rien. Ouais. Ensuite, je pense que le ministre actuel est suffisamment intelligent, il est majeur et vacciné pour faire son travail correctement sans moi. Si j'étais resté, il y a un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que, ayant, disons, regardé le système, comment il fonctionnait, j'avais expérimenté la biométrie des élèves au moment des examens de l'année dernière. J'avais réussi à biométriser 97% des candidats au baccalauréat et 87% des candidats au BEPC. L'idée que j'avais, et j'avais un accompagnement international pour cela, c'était de biométriser tous les élèves de Guinée en leur donnant un identifiant universel unique. De sorte que un élève ne soit plus dans la capacité de faire ses cours dans une préfecture et d'aller faire les examens dans une autre préfecture. Qu'il ne puisse plus y avoir d'homonymie, c'est-à-dire de prendre le nom de quelqu'un, parce qu'il y a l'empreinte digitale. J'avais aussi prévu de changer la façon, j'avais déjà commencé d'ailleurs à travailler avec les services pour améliorer les évaluations dans les classes intermédiaires. Vous savez, au primaire guinéen, il y a 6 classes. En réalité, vous avez 4 niveaux. Le CP est un niveau, le CE est un niveau et le CM est un niveau. Je voulais donc faire en sorte que l'enseignant qui prend les enfants au CP 1 soit celui qui continue avec lui au CP2. Parce que dans les conditions normales, il n'y a pas de redoublement. Pour qu'il sache quelles sont les lacunes constatées au CP1 et qu'il les corrige au CP2. Mais que l'examen, l'évaluation du CP2 pour aller au CE1 se fasse avec l'enseignant du CP et l'enseignant du CE sous l'autorité du directeur d'école. Je voulais rendre les écoles aux directeurs d'établissement, aux chefs d'établissement, pour les rendre forts, qu'ils assurent la formation continue des enseignants, qu'ils assurent la supervision de l'encadrement sur place, de telle sorte que si un élève arrive en 7e année, il a des lacunes, les grandes gueules. On peut situer la responsabilité, c'est le directeur de l'établissement dans lequel il a étudié. Il est rendu responsable. Je voulais aussi, et je n'ai pas osé l'annoncer à l'époque, je voulais supprimer l'examen d'entrée en 7e en 2023. En 2023. Oui. La raison est toute simple. C'est l'examen qui coûte le plus cher. Près de 45% du budget. Et qui ne sert pas à grand chose. La raison est toute simple. C'est qu'en réalité, l'entrée en 7e était un examen colonial qui permettait d'aller dans des écoles. Aujourd'hui, le diplôme d'entrée en 7e ne sert plus absolument à rien. Ce n'est pas exigé. Donc, et me concentrer sur le baccalauréat et le BEPC. D'accord. Et de faire en sorte... Mais en ce moment, il fallait réussir ces évaluations au niveau des classes intermédiaires. Exactement, c'est pour cela que j'avais fixé ça en 2023. Le temps de normaliser les évaluations dans les classes intermédiaires. L'autre des choses, c'est que pour ce qui est de la formation continue des enseignants, je m'étais rendu compte que ça coûtait très cher. Ça ne donnait pas beaucoup de résultats. Écoutez, les formations continues en Guinée dans les, disons, 20 dernières années ont coûté plus de 30 millions de dollars. En fait, je me suis rendu compte que la formation continue ne peut pas remplacer la formation initiale. Quand quelqu'un est auto, si vous faites la formation continue, ça devient auto. Ça ne change pas. Au carré. Le budget l'année dernière. Je voulais m'assurer de mettre en place un dispositif de formation continue à la carte et à partir
d'un projet avec l'IFADEM, un institut de l'OIF, qui devait permettre à chaque enseignant devait avoir sa tablette. Il y avait 26 000 tablettes qui sont prévues au niveau du projet avec la Banque mondiale. Et j'allais acheter des tablettes pour les enseignants du secondaire pour que tout le monde puisse faire la formation à distance. Et j'étais en train de négocier avec un organisme international des postes de télécommunications pour aider à améliorer la couverture réseau pour l'ensemble des écoles en les géolocalisant. D'accord. Alors, monsieur le ministre, puisque vous parlez... C'est très plaisant de vous écouter. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tellement si vous voulez résoudre le problème, il faut aller en profondeur et travailler sur la durée. D'accord, monsieur le ministre, est-ce que quelque chose ne vous a pas aussi, puisque la volonté y est, vous avez de bonnes idées, oui. Les réformes étaient déjà annoncées, oui. Beaucoup se disent même que ce sont vos réformes qui sont aujourd'hui que l'autre est en train de poursuivre. C'est bien. Oui, j'ai l'impression que tu es anti-Guillaume, toi. Non, je ne suis pas anti-Guillaume. Non, je ne suis pas. Lamine, j'ai le rapport avec moi. Le rapport sur lequel il a travaillé. Oui. Et si vous regardez les réformes qu'on mène aujourd'hui, c'est en conformité avec ce rapport. C'est pourquoi je le dis. Justement, c'est pourquoi je le dis. Je ne l'ai pas couru. C'est normal. C'est normal. L'État, c'est la continuité. C'est normal. Attendez, c'est normal. Mon doctorat est vieux de 25 ans. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous ne pensez pas aussi que, quelle que soit votre volonté, le budget, puisque c'est la volonté chiffrée de l'État, le budget accordé par l'éducation au niveau de l'école primaire, la formation à la base est insignifiant par rapport aux ambitions. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, il faut qu'il y ait une volonté au niveau du budget? Ça, c'est la première question, le budget. Oui. Deuxième, c'est la proposition sur l'Office national du bac. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qui a empêché que cela soit mis en place et quelle va être son importance si on arrivait aujourd'hui à ce niveau, puisqu'on parle de ces examens avec tous les ratés qu'on signale. Alors, pour le budget, quand j'avais présenté, parce que j'avais fait l'état des lieux des infrastructures avant de quitter le ministère, j'avais fait l'état des lieux sur les ressources humaines. J'avais fait l'état des lieux sur les manuels. C'est disponible. Et je l'avais présenté au président de la République d'alors. Et c'est sur cette base que le président m'avait accordé pour 2022 387 milliards au titre du titre 5 pour améliorer la qualité des infrastructures. Les grandes gueules. Et en fait, le budget que nous avons à l'heure actuelle dans le secteur de l'éducation, il est insuffisant. Du fait qu'on a pratiquement 1 600 000 enfants en dehors de l'école. Ce sont des chiffres officiels. Et le besoin en infrastructure, le besoin en enseignants est extrêmement important. En même temps, le budget actuel que nous avons, il faut l'utiliser plus rationnellement. Je vais vous dire, j'avais une proposition que j'avais faite. Je m'étais rendu compte que le gros problème de la population, ce n'est pas de construire des écoles, c'est de payer les enseignants. Aujourd'hui, vous avez plus de 4000 et quelques enseignants communautaires qui pèsent sur le budget des familles. Parfois, c'est des gens à Conakry, peut-être que vous-même vous payez des enseignants dans votre village, ou bien vous êtes urbain. Moi, je suis urbain. Ok. Alors, ces populations rurales recrutent des enseignants communautaires et les payent. Et c'est très difficile. Parce que c'est un coût récurrent. Ouais. Donc, ma proposition au gouvernement, c'était de dire, pour les constructions scolaires, l'État diminue sa participation. Au lieu de construire soi-même, il donne de l'argent aux collectivités pour que les collectivités puissent construire. Parce que je m'étais rendu compte que le coût de construction d'une école est 3 fois inférieur lorsqu'il est réalisé par les collectivités communes, par les populations, que lorsqu'il est réalisé par les services techniques de les grandes gueules. Donc, subventionner la construction, c'est-à-dire que quand une population dit nous voulons construire une école, si une salle de classe c'est 45 millions, ok, 450 millions. Donc, on lui donne le tiers de cela. Et puis la population dépense le reste. Mais prendre en charge les enseignants. Parce que le gros du problème, c'est trouver des enseignants pour chaque élève, pour chaque groupe d'élèves dans une salle de classe. Donc, changer la logique. Naturellement, les projets de tous les miniers, j'avais approché tous les miniers, je les avais contactés tous, j'ai envoyé des correspondances et j'avais reçu des réponses favorables.
pour que les miniers, dans les zones où ils interviennent, par exemple dans la région de Bokeh, pour qu'ils travaillent énormément, pas que se substituent à l'État, mais qu'en réalité, que les populations se rendent compte qu'il y a une possibilité de carrière pour les enfants issus de ces zones où il y a l'exploitation minière. SNB d'ailleurs avait commencé à faire... Exactement. Et donc c'était ça mon idée. Naturellement, il faut que l'État augmente la part de budget. Si vous comparez à d'autres pays, nous sommes très loin derrière. Sur le secteur de l'éducation, en réalité, nous avons même pas la moitié de ce qu'il est possible de donner. Par exemple, au Sénégal, c'est près de 40% du budget qui n'est pas encore alloué. Et l'augmentation du budget, c'est aussi une augmentation du revenu des enseignants, parce qu'encore une fois de plus, c'est une activité à temps plein. Bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'un enseignant, il passe la journée en classe, il passe la soirée à préparer, à corriger. En fait, c'est une activité qu'il fait à la fois à l'école et qu'il fait à la maison. Et donc, il ne peut pas avoir un autre revenu si ce n'est pas son salaire. Voilà, je veux une réponse directe, monsieur le ministre. Si c'est possible. S'il vous plaît, oui. Je sais qu'on est allergique aux chiffres. Hier, on posait la question à Guillaume, à savoir un peu le budget pour cette année en ce qui concerne l'examen. L'année dernière, c'était combien? Alors, vous savez, les... non, je vais vous aider. Non. Réponse directe. Je vais vous répondre. Monsieur le ministre. Je vais vous répondre. Je vais simplement vous dire. L'année dernière. Chez les Peuls, on dit... Dernière. Vous êtes Diakalké. Vous êtes Diakalké. Laissez-moi vous dire ce que les Peuls disent. Attendez, je vais répondre. L'année dernière. Je vais vous répondre. Réponse directe. L'année dernière, attendez, je vais vous dire. Le chiffre. Les Peuls disent. Non. Les Peuls disent. Ça ne passe pas, monsieur le ministre. Il faut toujours parler de l'argent passé, pas de celui présent. Quand tu parles avec un Peul, tu lui demandes, tu dis, cette année ça va? Il dit, non, ça va pas. Mais il y a de cela 2 ans. Alhamdulillah, j'avais eu beaucoup d'argent. L'année dernière, le budget c'était combien? Moins de 40 milliards. Moins de 40 milliards. Ben voilà, on n'est toujours pas situé. Et c'est ça les GG. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Nos invités sont là. Mohamed Ali, c'est le retour à la maison finalement à la fin de compte. Après Dr Sagno. Alors Mohamed Ali, cette édition, déjà vous êtes de plein pied dans l'édition. Oui. Alors dites-nous comment les choses sont en train de se dérouler sur le terrain et quel est l'objectif réel recherché pour cette édition. Les choses se déroulent comme suit. Il y a déjà près de 30 enseignants qui sont à Macenta. Ils ont commencé le travail avec les élèves aujourd'hui même. Ils ont fait le trajet, ça va durer 15 jours cette fois-ci. D'habitude, on fait sur 10 jours. Cette fois-ci, on est allé sur 15 jours. Chaque année... oui, c'est en fonction des moyens que nous obtenons. Et donc, cette année, nous sommes allés sur 15 jours. Vous vous souvenez que depuis 2019, on fait ceci. D'abord à Mamoundalaba et Pita. Ensuite à Farana, Dinguera et puis Dabola. Et quand il a eu 0 admis au brevet, notamment à Koubia l'année dernière, puis à Tougué, nous avons été. Les résultats sont encourageants. Encore une fois, je rappelle qu'on n'a aucun mérite dedans. C'est pas grâce à nous que les enfants sont admis. Nous venons épauler les autorités sur place afin qu'on puisse voir si c'est cela la difficulté, qu'on puisse montrer qu'il y a des jeunes capables effectivement d'aider à ce qu'on trouve des solutions. Donc quand il y a des résultats, on se sent moralement solidaire, mais on n'a pas de mérite. Cette année donc, nous sommes à Macenta parce que l'année dernière, Macenta a présenté près de 2500 candidats au baccalauréat, 3 options confondues. En fait, Macenta, c'est 8 lycées, dont 6 dans la préfecture, dont 2 privés. Donc, ils ont présenté près de 2500 candidats et seulement 99 ont été déclarés admis, donc 14 filles, donc 0,4%. Alors que Macenta était réputé, notamment avec Seredou, comme étant l'un des meilleurs centres produisant les meilleurs bacheliers du pays. Donc, nous sommes à Macenta. Bien. Alors, vous êtes à Macenta. Comment se passe la préparation de ces candidats? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des professeurs qui organisent des cours de révision, des cours de mise à point. Comment vous travaillez en parallèle avec l'habitude qui est déjà sur place? Je vais répondre à la question en 2 parties. La deuxième sera répondue par M. Alpha. C'est pourquoi il est venu. Dans la première partie, c'est que durant toute l'année, nous sommes en contact avec les autorités qui nous remontent les chiffres et nous expliquent les difficultés. En Donc, vous travaillez avec les ministères, en fait? Oui, ministère, mais surtout les autorités locales sur place, les DPE, les chefs d'établissement. Nous communiquons avec eux. Nous nous rendons compte des difficultés et nous aménageons nos programmes en fonction. Et
donc on lance un appel au volontariat avec des critères bien déterminés. Dans la localité ou c'est partout dans la Guinée? C'est partout en Guinée. Il y a des candidats qui, enfin, il y a des volontaires qui nous viennent de parfois la baie Mamon sur le trajet. C'est en fonction des disponibilités. Donc du coup, quand on lance un appel, les enseignants se portent candidats, et pour ne pas aller envoyer qui que cela soit parce que simplement il a envie d'être devant les enfants, on sait que c'est tentant, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas grand chose à faire. C'est tentant d'aller devant les élèves et essayer, mais c'est là où on fixe des critères. Et M. Alpha, qui est responsable de la sélection et surtout de la formation de ses enseignants avant d'aller sur le terrain, je vais donc lui laisser répondre. Justement, Alpha Amadou Keïta, c'est bien, c'est la responsable de la commission de sélection. C'est la partie la plus dure, hein, quelque part. Oui, c'est la partie la plus Comment ça se passe, la sélection? Bon, généralement, nous sommes des enseignants seniors. Et vu le temps que nous avons eu à faire dans le système éducatif, quand les enseignants sont recrutés sur la base de la plateforme, quand ils viennent, on les met au tableau. Parce que c'est une situation qui est pratique. Quand on les met au tableau, on voit comment ils acheminent le programme d'enseignement. Est-ce qu'ils ont la possibilité de réduire le programme d'enseignement, dispenser le programme d'enseignement dans un intervalle de temps bien réduit et avoir l'essentiel avec ces enfants? Le deuxième élément, dans la sélection, nous tenons compte réellement de la façon de communiquer. Parce que ce n'est pas n'importe qui va aller s'arrêter devant ses enfants pour donner secours. Donc il faut avoir une faculté en vous pour vous permettre réellement de faire ce qui est mieux. Mais pourquoi vous ne gardez pas les volontaires qui étaient là dès le départ de cette initiative? Est-ce que je ne comprends pas en fait? Il y en a qui sont là depuis 3 ans. Mais en fait, on n'a pas de... On ne les paye pas. Bon, c'est là le problème. C'est pas gagné d'avance. Peut-être qu'on n'a pas de salaire, donc certains décident de venir ou de ne pas venir. Surtout que l'un des critères, c'est que la majorité d'entre eux sont dans des salles de classe ici, dans des salles d'examen. Donc ils tiennent des classes de terminale. Bien. Continue donc. Allez-y. Comme il a dit, généralement, ces professeurs, ils évoluent dans les écoles à Conakry ici. Et ils sont là, ils sont en train de préparer les candidats pour les examens nationaux. Donc, c'est pas facile pour le débaucher dans une situation de ce genre. Il faudrait d'abord procéder réellement à une sensibilisation, voir la mentalité de ces gens-là, avant d'être orienté vers les jeunes choisis. Bien. Alors, moi, je voudrais poser la question des moyens finalement, puisque vous y êtes allé pour Massanta par exemple, comment vous êtes accueillis et avec quels moyens vous comptez travailler pendant ces 15 jours? Comme d'habitude, on lance un appel à la mobilisation. La première personne à être informée de la mobilisation des moyens, c'est Lamine Guérassi. Depuis le début. Non, c'est la Guérassi parce que c'est à lui et j'envoie souvent un mail. Bon, ça va recommencer et comment on va faire cette année encore pour essayer de le faire. Et n'oubliez pas que c'est souvent, c'est à cause d'Adafo surtout d'ailleurs qu'on a eu ce projet pour la première année et jusqu'à présent on continue. Donc on lance un appel à la mobilisation. Ceux qui ont les moyens et en fonction de la disponibilité, ils contribuent. Donc ça va des moyens financiers à des moyens à de la logistique. Donc à Massenta par exemple, les ressortissants acceptent d'héberger les volontaires qui arrivent. Ça réduit les frais d'hôtel. On n'aura pas à payer des frais d'hôtel. Donc, ils hébergent. Il y en a qui donnent donc 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, 2 millions. Il y en a qui prennent des bus en charge. Cette année, par exemple, je ne sais pas si je dois dire, il y a le ministre, Guillaume voilà, qui, pour la première fois pour un ministre de l'Éducation nationale, contribue financièrement à une prise en charge dans le projet. Il y a le ministre Morikonde, effectivement, qui nous a octroyé un bus et le carburant et tout ce qui va avec pour transporter les volontaires à ce niveau. Et là, nous avons un problème uniquement au niveau de la restauration parce que c'est la plus grande difficulté. Tant que vous ne bougez pas pour l'intérieur, vous avez encore le temps de renoncer. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain, il faut que les gens ils mangent complètement. Et vu que c'est 15 jours, chaque volontaire a une responsabilité. Enfin, on a la responsabilité de donner de la restauration à chaque volontaire. C'est là où on a un peu plus de difficultés dans la mobilisation des ressources. Et c'est pourquoi d'ailleurs on communique pour. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Quand vous vous engagez à résoudre un problème, il faut d'abord en connaître les causes. Est-ce qu'il vous arrive de vous intéresser à la cause des échecs dans les préfectures, en tout cas dans les circonscriptions que vous choisissez pour aller? À Massanta, par exemple, vous allez là-bas cette année. Est-ce que vous vous êtes mis à savoir pourquoi il y a eu un tel taux d'échec l'année dernière? Ça fait partie des slogans de notre projet. C'est quand on vient sur le terrain, c'est réussir ou témoigner.
Par exemple, au niveau baccalauréat, Koubia, Tougué, l'année dernière, ça n'a pas beaucoup marché. Les difficultés sont multiples en réalité. Il y a beaucoup de causes qui concourent à l'échec des élèves. Oui. Mais il y a une cause qui nous tient à cœur, c'est l'injustice qui est faite justement aux élèves à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous avez lu les règlements généraux des examens. Vous avez compris que tous les élèves sont soumis au même règlement. De la même manière, ils ont le même sujet et dans les mêmes conditions de surveillance. Sauf qu'à l'intérieur du pays, vous le savez comme moi, il n'y a pas assez de professeurs comme à Conakry, par exemple. Ici, si vous êtes enseignant, si vous êtes élève à Matoto ici à Senghor, si vous n'êtes pas content de votre prof de maths, vous pouvez payer un répétiteur. Tout comme vous pouvez rejoindre un autre groupe de révision dans une autre commune. Vous avez la possibilité d'avoir des enseignants qualifiés. Ici, on parle d'enseignants qualifiés. À l'intérieur du pays, il n'y en a pas du tout. Vous pouvez voir, par exemple, à Koundara, à Gawal et d'autres préfectures où, pour les sciences expérimentales, par exemple, où la biologie est une matière fondamentale, ils n'ont jamais vu un professeur de biologie. Il n'y a jamais un professeur de mathématiques, il n'y a jamais un professeur de philosophie qualifié. On estime que ça, c'est une injustice. Le manque d'enseignants, aujourd'hui, la Guinée en a besoin de recruter près de 19 000 enseignants. Le manque d'enseignants est déjà un problème qui constitue le premier facteur d'échec justement de ces élèves-là. 224 objectifs bac, on en parle ce matin. Qui dit des initiatives comme ça, il y a des couacs, Mohamed Ali. On se souvient, il y a eu un donateur à un moment donné. Parce que quand on parle d'argent, évidemment, ça suit toujours des diables dans tous les sens. Ouais. Est-ce que vous veillez à ce que ce qui s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans, c'était au début. Vous avez la mémoire dans la peau, la mine. Oui, c'est vrai. C'était lors de la première édition et je pense que c'était un élu du peuple. Les gros montants de CEJA et ça s'est limité à ce moment-là. En fait, ce qui nous sauve un tout petit peu, c'est qu'on ne gère pas de gros montants. Okay. Heureusement. En fait, les gens, tellement qu'ils ne font plus confiance aux initiatives jeunes, on préfère vous dire, bon, par exemple, le ministre, il préfère dire, moi je prends un bus pour vous, je carbure et je vous donne le chauffeur. Okay. Si c'est de ça que vous avez besoin, eh bien, je vous donne, partez avec. Ouais. Nous, c'est tout ce qu'on cherche en fait. Ce n'est pas la gestion de l'argent. Donc, on a la logistique en fait. De la logistique. La restauration. La logistique et tout. Ouais. Donc on met ça à notre disposition, ça fait qu'on n'a pas assez de problèmes avec le projet. Surtout, même si pour moi c'est un peu malheureux qu'on prenne aujourd'hui des pères de famille à Conakry pour 2 semaines à l'intérieur qui reviennent avec 50 000 francs comme prime. Ils ne peuvent même pas acheter un tas de mangues sur la route pour revenir. Mais à la base déjà, c'est ce qu'on leur dit. On dit c'est du volontariat. Si on a quoi vous transporter, on vous héberge en sécurité et puis vous mangez à volonté, on n'a pas de prime pour vous. Si vous vous engagez, c'est les conditions. Ça fait que quand il y a 100 volontaires candidats, à la fin, vous ne trouverez que 10 partants. Pourquoi? Parce que tout le monde vient, ils ont entendu le spot à espace, ils ont entendu c'est Mohamed Ali, ils pensent qu'il y a de l'argent derrière. Donc quand ils viennent et qu'on leur explique le principe, le lendemain on programme le voyage, eh ben ils tombent tout de suite malades. Sinon on les appelle pour la surveillance en fait. Donc c'est des messages comme ça qu'on reçoit. Mais on essaie de faire avec, parce que la volonté est plus grande que les difficultés. La nation surtout, Mohamed Ali Condé. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci Lamine. Merci à toi Keita. Merci bien. Merci à Madousso qui a réalisé cette émission. Merci à la régie, à Mamoudou Condé, le colosse, du côté de la réalisation côté télé. Juste derrière nous, c'est Bangali Ansane que vous allez retrouver avec votre émission Espace Première. Sinon à 15h, Kernoma Duba vous retrouve avec les informés si tout va bien. Ou c'est Théophile qui sera là, je ne sais pas trop. Donc nous, on se retrouve très bientôt pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Sinon, que vous dire, prenez soin de vous. Demain, c'est Moussa Yoruba qui vous allez retrouver avec cette émission Les GG. Allez, à la prochaine, au revoir.